Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la thermodynamique du corps pur. Il va s'agir d'appliquer les deux principes de la thermodynamique pour étudier les changements de phase du corps pur, changements de phase qui sont caractérisés par la coexistence de deux phases. On sera donc en présence de systèmes hétérogènes. Lors de la dernière séance de cours sur Zoom, dans une première partie que j'avais appelée « Le corps pur avec les mains », nous avions abordé le sujet par une description phénoménologique. Nous nous étions dans un premier temps intéressés à la compression isotherme d'un corps pur et sa représentation dans le diagramme de Clapeyron. Puis nous avions vu qu'en ajoutant l'axe des températures, nous pouvions représenter les domaines d'existence et de coexistence des différents états d'un corps pur au moyen d'un solide. Enfin, après ce passage à la 3D, nous étions revenus en 2D, mais en prenant cette fois le point de vue du diagramme pression-température. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, le corps pur avec les maths, au cours de laquelle nous allons établir les équations des courbes de changement d'état qui sont dans le diagramme pression-température, sublimation, vaporisation et fusion. Je vous avais montré à la fin du cours sur les fonctions potentielles thermodynamiques comment établir les expressions différentielles de l'énergie interne, de l'enthalpie et de l'enthalpie libre. Nous étions dans le cas de systèmes homogènes, de masse constante, et qui échangeaient uniquement des travaux dus aux forces extérieures de pression. On avait considéré que ΔW c'était moins PDV. Et nous avions établi qu'il était possible d'exprimer chacune des fonctions d'état en fonction de deux variables indépendantes qui leur sont donc caractéristiques. S et V pour l'énergie interne, S et P pour l'enthalpie et T et P pour l'enthalpie libre. Si maintenant on vient à considérer un système homogène dont la masse varie, il va falloir ajouter aux deux variables indépendantes précédentes une troisième qui représentera la quantité de matière. Ce peut être la masse ou le nombre de moles, et pour la suite du cours, on choisira le nombre de moles. Voyons un exemple avec l'énergie interne. Nous avions vu que son expression différentielle était TdS moins PDV. Si on ajoute la quantité de matière comme variable, on pourra exprimer une variation élémentaire d'énergie interne comme étant la somme de trois différentiels partiels. On aura donc d rond U sur d rond S, à V et N constants fois ds, plus d rond U sur d rond V avec cette fois-ci S et N constants fois dV, et enfin d rond U sur d rond N à S et V constants fois dN. On remarque au passage que si on considère N constant, dN est nul, donc la troisième différentielle partielle est nulle, et on retrouve le résultat que l'on avait déjà démontré. On peut mettre en œuvre la même démarche pour l'enthalpie ou l'enthalpie libre. Dans ce cours, notre but est l'étude des changements d'état qui se font à température et pression constante. C'est donc la fonction d'état G, pour laquelle les variables indépendantes sont T et P, et N si nécessaire, qu'il va être pertinent d'utiliser. Donc voyons ce qu'il en est pour la fonction G enthalpie libre. Si N est constant, nous avions établi que dG peut s'exprimer sous la forme VdP moins SdT. Par ailleurs, si on exprime dG en fonction des différentiels partiels, on obtient que dG est égal à d rond G sur d rond P à T constant fois dP, plus d rond G sur d rond T à pression constante fois dt. Et ça, c'est égal à VdP moins SdT. Maintenant, si N varie, l'expression de dG avec les différentiels partiels s'écrit dG égale d rond G sur d rond P à T et N constant fois dP, plus d rond G sur d rond T à P et N constant fois dt, et plus d rond G sur d rond N à P et T constant fois dN. Les deux premières différentielles partielles de l'équation 2, pour lesquelles N est considéré constant, peuvent être remplacées par l'expression VdP moins SdT selon l'équation 1. On obtient ainsi
dg égale vdp moins sdt plus d rond g sur d rond n, ap était constant, fois dn. La dérivée partielle de g par rapport à n, à température et pression constante, sera par la suite formalisée par g bar, également appelée enthalpie libre molaire partielle. L'enthalpie libre molaire partielle, concrètement, c'est la variation d'enthalpie du système lorsqu'on ajoute à température et pression constante une mole de corps pur. La variation élémentaire de G peut donc s'exprimer ainsi: dG égale VDP moins SDT plus G bar dN. C'est la variation élémentaire de G pour une phase donnée. Si un système est constitué de plusieurs phases, sa variation d'enthalpie libre est la somme des variations d'enthalpie libre des différentes phases. On peut remarquer qu'à T et P constantes, les deux premiers termes sont nuls et que dG se réduit donc à G bar fois dN. Donc si seul le nombre de moles varie dans une phase, la variation d'enthalpie libre de cette phase correspondante est proportionnelle au nombre de moles reçus ou perdus, le facteur de proportionnalité étant l'enthalpie libre molaire partielle. Maintenant que l'on a défini ce qu'est l'enthalpie libre molaire partielle, nous allons nous concentrer sur notre objectif qui est d'établir les équations qui régissent les équilibres de changement d'état. Pour ce faire, nous allons utiliser l'enthalpie libre puisque les changements d'état vérifient les conditions dans lesquelles elle peut être utilisée comme fonction potentielle thermodynamique, à savoir que la pression et la température sont constantes au cours d'un changement d'état et qu'au cours d'un changement d'état, il n'y a que les forces de pression extérieures qui travaillent. Dans ce cas, la variation d'enthalpie libre et la variation d'entropie de l'univers sont liées par ΔG plus T1 delta S' égale 0. T1, la température constante à laquelle a lieu la transformation. Et il en découle que pour une transformation réversible, delta S' étant nul par définition, alors delta G est égal à 0, c'est-à-dire que G est constante. On est dans une situation d'équilibre. Et pour une transformation irréversible, delta S' est positif, ce qui implique que delta G est négatif, ce qui correspond à une évolution spontanée. On va maintenant considérer un système constitué de deux phases, alpha et bêta. L'enthalpie libre du système est la somme des enthalpies libres de chaque phase. G sigma, c'est G alpha plus G bêta. Pour la schématisation du système, j'ai choisi une phase alpha condensée, qui peut être un liquide ou un solide, et une phase bêta gazeuse. Au cours d'une évolution quelconque du système, la variation élémentaire de son enthalpie libre est la somme des variations élémentaires d'enthalpie libre de chacune des phases. Donc dG de sigma, c'est dG de alpha plus dG de bêta. Et pour chaque phase, on peut écrire la variation élémentaire d'enthalpie libre comme étant la somme de trois termes, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure. dG est égal à VDP moins SDT plus G bar dN. Et ça, c'est vrai pour alpha comme c'est vrai pour bêta. Au cours d'une évolution spontanée, l'enthalpie libre du système diminue. dG de sigma est plus petit que 0. Donc, dG de alpha plus dG de bêta est également plus petit que 0. Dans l'expression de dG de chaque phase, le fait que P et T soient constantes font que les termes en dP et en dt sont nuls. Si bien que l'expression de la variation élémentaire d'enthalpie libre se réduit à G bar dN et que le dG du système s'exprime donc comme étant G bar de alpha fois dN de alpha plus G bar de bêta fois dN de bêta. Or, les variations du nombre de moles de chaque phase sont liées. Par exemple, si on considère que de la matière quitte la phase alpha, comme rien ne se perd, rien ne se crée, mais que tout se transforme, c'est pour rejoindre la phase bêta. Donc les variations de quantité de matière sont les mêmes pour alpha et bêta, au signe près. Donc, de manière générale, on aura dN de bêta qui est égal à moins dN de alpha. On peut donc factoriser
par la variation de quantité de matière. Donc dg de sigma, c'est égal à g bar de alpha moins g bar de bêta, le tout fois dn de alpha. Et ce terme est négatif au cours d'une transformation spontanée. À partir de cette expression, nous allons examiner le signe de la variation du nombre de moles en fonction des valeurs des enthalpies libres molaires partielles de chacune des phases. Donc, si G bar alpha est plus grand que G bar bêta, ça veut dire que G bar alpha moins G bar bêta est positif. Donc, au cours de l'évolution spontanée, dg du système est plus petit que 0. Donc, si G bar alpha moins G bar bêta c'est positif, ça implique que dn alpha est négatif. Donc, si G bar alpha est plus grand que G bar bêta, alors il y a un transfert irréversible de matière depuis la phase alpha vers la phase bêta. Dans le cas contraire, si G bar alpha plus petit que G bar bêta, à ce moment-là, G bar alpha moins G bar bêta est négatif. Donc avec dg du système négatif, ça implique que dn alpha est positif. Donc si G bar alpha plus petit que G bar bêta, à ce moment-là, il y a spontanément un transfert irréversible de matière depuis la phase bêta vers la phase alpha. Donc le transfert de matière se fait spontanément de la phase qui a l'enthalpie libre molaire partielle la plus élevée vers celle qui a l'enthalpie libre molaire la plus basse. Pour cette raison, on appelle également G bar le potentiel chimique. L'évolution se fait du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Si on revient sur l'écriture de dg sous la forme G bar fois la variation du nombre de moles, dn. N est une variable extensive, G bar est une variable intensive, c'est elle qui va régir le sens de l'échange, et donc G, c'est une forme d'énergie, et il se trouve que c'est l'énergie chimique. Si l'on s'intéresse maintenant au cas où il y aurait égalité des enthalpies libres molaires partielles des deux phases, c'est-à-dire égalité des potentiels chimiques, alors ces deux phases sont en équilibre. Il y a transfert réversible de matière entre alpha et bêta. En d'autres termes, quand on est à l'équilibre, à l'échelle microscopique, tout transfert de matière de alpha vers bêta est compensé par un transfert de la même quantité de matière de bêta vers alpha. Et à l'échelle macroscopique, c'est comme s'il ne se passait rien. Donc pour conclure, l'égalité des potentiels chimiques est la condition pour que deux phases d'un corpure soient en équilibre à pression et température constantes. Nous allons l'utiliser dans ce cours et c'est une notion qui vous sera également très utile pour le programme de chimie de l'année prochaine. Nous en arrivons à l'établissement de l'équation de Clapeyron. Alors l'équation de Clapeyron, c'est l'équation de la pente d'une courbe de changement d'état dans le diagramme PT. Il y a donc dans le diagramme PT d'un corpure donné trois équations de Clapeyron pour les trois équilibres solide-liquide, liquide-gaz et solide-gaz. La démarche que je vais vous présenter est valable pour n'importe laquelle de ces trois courbes. Pour établir l'équation de Clapeyron, on part d'un point donné d'une courbe de changement d'état. Pour l'exemple, j'ai pris la courbe de vaporisation. Ce point de coordonnées P et T correspond à un équilibre entre les deux phases qui le composent. Donc, il y a égalité des potentiels chimiques de ces deux phases. G bar alpha est égal à G bar bêta. Si on fait évoluer le corpure considéré vers un nouvel état d'équilibre, très proche du précédent en suivant la courbe de changement d'état, on atteint un nouvel état d'équilibre légèrement différent du premier, pour lequel la pression vaut P plus dP et la température T plus dt. Le potentiel de chacune des phases a lui aussi changé. Le potentiel chimique de la phase alpha vaut maintenant G bar alpha plus D de G bar alpha, et celui de la phase bêta vaut G bar bêta plus D de G bar bêta. Et il y a égalité de ces deux potentiels chimiques lorsque l'on a atteint le nouvel équilibre. Il vient donc que D de G bar de la phase alpha est égal à D de G bar de la phase bêta.
Et c'est à partir de cette relation d'égalité des variations des deux potentiels chimiques que l'on va travailler. Par ailleurs, on a l'expression différentielle de G, précédemment établie en considérant que la quantité de matière ne varie pas, dG égale VdP moins SdT. Et on va considérer que le système est constitué d'une mole de corps pur. Il vient donc, pour chaque phase, que sa variation de potentiel chimique dG bar est égale à son volume molaire que multiplie dP moins son entropie molaire que multiplie dt. En remplaçant dans la relation 1 dG bar de chaque phase par son expression selon 2, on obtient que le volume molaire de la phase alpha fois dP moins l'entropie molaire de la phase alpha fois dt est égal au volume molaire de la phase bêta fois dP moins l'entropie molaire de la phase bêta fois dt. En regroupant les termes en dP d'un côté de l'égalité et les termes en dt de l'autre, il vient que le volume molaire de la phase bêta moins le volume molaire de la phase alpha fois dP est égal à l'entropie molaire de la phase bêta moins l'entropie molaire de la phase alpha fois dt. Et on peut enfin exprimer la pente dP sur dt qui est égale à l'entropie molaire de la phase bêta moins l'entropie molaire de la phase alpha, le tout divisé par le volume molaire de la phase bêta moins le volume molaire de la phase alpha. Donc, l'entropie molaire de la phase bêta moins l'entropie molaire de la phase alpha, ça correspond à la variation d'entropie qui accompagne le passage d'une mole de corps pur de la phase alpha vers la phase bêta. C'est donc la variation d'entropie du changement d'état considéré pour une mole. Et la différence des volumes molaires de la phase bêta et de la phase alpha correspond à la variation de volume qui se produit au cours du changement d'état d'une mole de corps pur. Un changement d'état est une transformation qui s'effectue à température constante pour une pression donnée. Si la température est constante, alors la variation d'entropie qui l'accompagne peut s'exprimer comme étant la quantité de chaleur échangée au cours de cette transformation divisée par la température. Si de plus la pression est donnée, alors la quantité de chaleur échangée au cours du changement d'état, c'est-à-dire une quantité de chaleur échangée à pression constante, correspond à la variation d'enthalpie qui accompagne le changement d'état. En remplaçant la variation d'entropie molaire de changement d'état par son expression en fonction de la variation d'enthalpie molaire, on obtient l'équation de Clapeyron. dP sur dt est égal à la variation d'enthalpie molaire de changement d'état divisée par la température et également divisée par la variation du volume molaire, volume molaire de la phase bêta moins volume molaire de la phase alpha. On a donc établi l'équation de Clapeyron exprimée pour un changement d'état quelconque que l'on peut adapter à chaque changement d'état. Par exemple, pour la fusion, donc la fusion, c'est la transformation du solide en liquide. Donc le volume molaire de la phase bêta, ce sera le volume molaire de la phase liquide. Le volume molaire de la phase alpha, ce sera le volume molaire de la phase solide. La variation d'enthalpie du changement d'état, ce sera la variation d'enthalpie molaire de fusion. Et donc, on a la même pente de courbe que l'on considère la fusion du solide vers le liquide ou bien la solidification du liquide vers le solide. En effet, si on considère la solidification, les deux volumes molaires seraient échangés au dénominateur et la variation d'enthalpie molaire de solidification, c'est égal à moins la variation d'enthalpie molaire de fusion, puisque H est une fonction d'état. Donc les deux signes moins se compenseraient, on obtiendrait bien la même valeur numérique de pente. On peut faire le même travail pour la vaporisation et pour la sublimation. Nous allons voir par la suite comment intégrer ces équations pour obtenir, à partir des équations des pentes, les équations des courbes de changement d'état. Mais avant cela, nous allons nous attarder quelques instants au voisinage du point triple. Considérons que nous effectuons un cycle de transformation autour du point triple. Une mole de corps pur est initialement à l'état solide,
Elle va subir une fusion pour devenir liquide, puis être vaporisée, et enfin, depuis l'état gazeux, être condensée pour retrouver son état initial. Si les 3 points étapes, bleu pour le solide, violet pour le liquide et rouge pour le gaz, sont suffisamment proches des courbes de changement d'état, et donc proches tous les 3 du point triple, alors la variation d'enthalpie de chacune des étapes du cycle décrit correspond à l'enthalpie de changement d'état. De plus, H étant une fonction d'état, sur l'ensemble d'un cycle, sa variation est nulle. On peut donc écrire que l'enthalpie de fusion du corps pur plus son enthalpie de vaporisation et moins son enthalpie de sublimation, moins l'enthalpie de sublimation c'est plus l'enthalpie de condensation, et bien tout ça c'est nul autour du point triple. L'un des intérêts de cette relation est que connaissant 2 enthalpies de changement d'état, eh bien on pourra aisément calculer la troisième. Par ailleurs, l'entropie étant elle aussi une fonction d'état, on pourra également écrire qu'autour du point triple, l'entropie molaire de fusion plus l'entropie molaire de vaporisation et moins l'entropie molaire de sublimation, c'est nul. Nous allons maintenant voir comment l'on intègre l'équation de Clapeyron dans le cas de la vaporisation et de la sublimation pour commencer. Pourquoi va-t-on traiter ces 2 changements d'état de manière similaire? Eh bien parce que, pour ces 2 changements d'état, l'état initial est condensé, respectivement l'état liquide et l'état solide, et que l'état final est gazeux dans les 2 cas. Donc, que la phase alpha soit liquide ou solide, on pourra dans les 2 cas considérer que le volume molaire du gaz, la phase bêta, sera beaucoup plus important que celui de la phase alpha, qui par comparaison sera négligeable. Si vous vous souvenez d'un exemple d'application que nous avons fait plus tôt dans le semestre, nous avions approximé la masse volumique de l'eau liquide à 100 degrés à 1 g par centimètre cube, ce qui n'est pas tout à fait juste mais donne un bon ordre de grandeur. Et sur cette hypothèse, nous avions calculé que si l'on vaporise 1 litre d'eau à 100 degrés et sous une atmosphère, le volume occupé par la phase gazeuse formée vaut 1,7 m3, devant quoi 1 litre est bien négligeable. Donc pour intégrer l'équation de Clapeyron, nous allons tout d'abord faire l'hypothèse que le volume molaire de la phase condensée est négligeable devant celui du gaz. Donc dans l'équation de Clapeyron, la différence des volumes molaires va se réduire au volume molaire du gaz. Il vient donc que dP sur dt est égal à l'enthalpie molaire de changement d'état divisé par T et divisé par le volume molaire du gaz. Ensuite, nous allons considérer que le corps pur, à l'état gazeux, se comporte comme un gaz parfait. Donc, à partir de la loi des gaz parfaits, il est possible d'exprimer le volume molaire, qui vaut V sur N, par RT sur P. Nous remplaçons donc dans l'équation de Clapeyron le volume molaire de la phase bêta par RT sur P. On obtient ainsi que dP sur dt, c'est l'enthalpie molaire de changement d'état fois la pression divisée par R et divisée par T carré. En vue de l'intégration, nous allons mettre d'un côté de l'égalité les termes en P et de l'autre les termes en T, ce qui donne dP sur P est égal à l'enthalpie molaire de changement d'état divisé par R, le tout multiplié par dt sur T carré. Enfin, pour intégrer le plus facilement cette expression, nous allons faire une troisième hypothèse. Nous allons supposer que l'enthalpie de changement d'état n'est pas fonction de la température. Autrement dit, qu'elle est constante sur le domaine de température considéré. Il est alors possible de sortir le terme delta H molaire sur R de l'intégrale. Et on va donc intégrer d'un côté de l'égalité dP sur P, et de l'autre côté de l'égalité, on va faire delta H molaire divisé par R et multiplié par seulement l'intégrale de dt sur T carré. Et quand on fait cette intégrale-là, donc l'intégrale de dP sur P, ça donne ln de P plus une constante. Ensuite, on va garder en facteur delta H sur R, on va intégrer dt sur T carré, dont l'intégrale c'est moins 1 sur T plus une constante, la constante d'intégration, et on peut remettre les deux constantes du même côté de l'égalité. Il vient donc que
ln de P, c'est moins l'enthalpie molaire de changement d'état divisé par R, multiplié par 1 sur T, plus une constante. P, la pression dont on parle, c'est la pression du gaz qui surmonte la phase condensée au cours du changement d'état. Et donc, cette pression correspond à la pression de vapeur saturante du corps pur. Donc, cette démonstration de l'intégration de l'équation de Clapeyron, vous devez être capable de la faire seul, connaissant les 3 hypothèses que l'on a utilisées pour l'intégration. Ensuite, si on intégrait sur un grand intervalle de température, on ne pourrait pas faire l'hypothèse que l'enthalpie de changement d'état ne dépend pas de la température. Et à ce moment-là, il faudrait prendre l'expression de la variation de delta H molaire en fonction de la température et intégrer un polynôme de T plutôt que seulement dt sur T carré. On a ainsi établi la forme générale de l'équation intégrée de Clapeyron pour la vaporisation et la sublimation. Forme générale qui nous donne l'expression de ln de P en fonction de 1 sur T. Il reste à en prendre l'exponentielle pour obtenir l'équation qui donne P en fonction de T dans le diagramme PT. On a ainsi, pour la courbe de vaporisation, la pression qui est égale à l'exponentielle de moins l'enthalpie molaire de vaporisation divisée par R, multiplié par 1 sur la température, plus une constante. Et pour la sublimation, il suffit de changer l'enthalpie de vaporisation pour l'enthalpie de sublimation et la température de vaporisation pour la température de sublimation. Quel que soit le corps pur, l'expression est de même forme. Mais d'un corps pur à l'autre, la valeur de l'enthalpie de changement d'état bien sûr, mais aussi la valeur de la constante ne sont pas les mêmes. Si expérimentalement on mesure la pression de vapeur saturante d'un corps pur en fonction de la température, le tracé de ln de P en fonction de 1 sur T donnera une droite et permet de déterminer l'enthalpie de changement d'état qui, divisé par R, correspond à la pente de la droite alors obtenue. Nous allons maintenant comparer les pentes des courbes de sublimation et de vaporisation au voisinage du point triple. En considérant toujours que le volume molaire de la phase condensée est négligeable devant celui du gaz, les pentes des courbes de vaporisation et de sublimation sont directement proportionnelles à leur enthalpie molaire de changement d'état. Nous avons par ailleurs établi tout à l'heure la relation suivante: enthalpie molaire de fusion plus enthalpie molaire de vaporisation moins enthalpie molaire de sublimation égale 0 au voisinage du point triple. Il est donc possible d'exprimer l'enthalpie molaire de sublimation comme étant la somme de l'enthalpie molaire de fusion plus l'enthalpie molaire de vaporisation, toujours autour du point triple. Or, ces 3 enthalpies de changement d'état sont toutes positives, la sublimation, la fusion et la vaporisation étant des transformations endothermiques. L'enthalpie molaire de sublimation d'un corps pur est donc nécessairement plus importante que l'enthalpie de vaporisation de ce corps pur. Ce que nous venons d'établir mathématiquement s'explique très bien phénoménologiquement. Pour passer d'un état condensé à l'état gazeux, il faut apporter de l'énergie au corps pur pour vaincre les interactions de la matière. Il faut apporter d'autant plus d'énergie que ces interactions sont fortes, et elles sont d'autant plus fortes que l'état initial est plus condensé. Donc, pour un corps pur donné, il est nécessaire d'apporter plus d'énergie à sa forme solide pour la transformer en gaz qu'à sa forme liquide pour la transformer en gaz. En conclusion, au voisinage du point triple, la pente de la courbe de sublimation est plus élevée que la pente de la courbe de vaporisation. Donc, s'il vous est demandé de tracer schématiquement le diagramme PT d'un corps pur, prenez bien soin à tracer vos courbes en respectant ce résultat. Voyons maintenant ce qu'il en est pour la courbe de fusion. Dans ce cas, impossible de négliger le volume molaire d'une phase devant celui de l'autre, car pour un corps pur donné, le volume molaire du solide est assez voisin de celui du liquide. Ils sont du même ordre de grandeur. Avant de procéder à l'intégration, quelques observations. L'enthalpie de fusion est une grandeur positive.
Sur un faible intervalle de température, il est possible de la considérer constante. La température, exprimée en Kelvin, est toujours positive. Par conséquent, le signe de la pente de la courbe de fusion dépend du signe de la différence entre le volume molaire du liquide et celui du solide. Pour la grande majorité des corps purs, le volume molaire du liquide est plus grand que celui du solide, si bien que la pente de la courbe de fusion est positive. L'eau constitue une exception. Son volume molaire à l'état solide est plus important qu'à l'état liquide. La pente de la courbe de fusion de l'eau est donc négative, ainsi que représentée sur le diagramme PT présenté en exemple. Par ailleurs, la différence entre le volume molaire du liquide et celui du solide est faible, si bien que la présence de ce terme au dénominateur de l'expression de la pente implique que cette pente est élevée. Donc, dans un diagramme PT, la courbe de fusion est quasi verticale, avec une pente positive ou négative selon que le signe de la différence entre volume molaire du liquide et volume molaire du solide est positive ou négative. Pour intégrer l'équation de Clapeyron, on commence par mettre les termes en P d'un côté de l'égalité, les termes en T de l'autre. On obtient dP égale l'enthalpie molaire de fusion divisé par le volume molaire du liquide moins celui du solide, le tout multiplié par dt sur T. Ensuite, pour intégrer le plus simplement possible, les hypothèses suivantes sont nécessaires. On va supposer que l'enthalpie molaire de fusion ne varie pas avec la température et que les volumes molaires de la phase liquide et de la phase solide non plus. Vous voyez que ces hypothèses sont bien pratiques puisqu'il n'y aura plus qu'à intégrer dP d'un côté et dt sur T de l'autre. Mais si elles sont bien pratiques, sont-elles raisonnables ces hypothèses? Alors la réponse est oui, ça tombe bien. Pour l'enthalpie molaire de fusion, vous savez qu'en toute rigueur, elle dépend de la température, mais que sur un intervalle de température pas trop large, elle peut être considérée comme constante. Or, la pente d'une courbe de fusion étant élevée, la température varie peu sur l'ensemble de la courbe de fusion. Donc, l'hypothèse est raisonnable. Pour ce qui est des volumes molaires, les liquides et les solides sont des phases condensées dont le volume varie peu avec la température, qui elle-même, on vient de le voir, varie peu sur l'ensemble de la courbe de fusion. L'hypothèse faite est donc justifiée. Au final, l'intégration de l'équation de Clapeyron pour la courbe de fusion nous donne une expression de la pression en fonction du ln de la température. On a donc P qui est égal à enthalpie molaire de fusion divisé par le volume molaire de la phase liquide moins celui de la phase solide, le tout multiplié par ln de T plus la constante d'intégration. Pour conclure ce chapitre, ce qui me paraît devoir être le contenu minimum de votre boîte à outils. Tout d'abord, G bar, qui est défini comme étant l'enthalpie libre molaire partielle d'un corps pur, est aussi le potentiel chimique de ce corps pur. L'égalité des potentiels chimiques de deux phases d'un même corps pur est la condition nécessaire pour que ces deux phases soient en équilibre à température et pression constante. Ensuite, si vous êtes capable d'établir l'équation de Clapeyron, c'est très bien, mais ce n'est pas une exigence dans le cadre de ce cours. En revanche, connaissant l'équation de Clapeyron, qui exprime la pente d'une courbe de changement d'état, vous devez être capable de l'intégrer, moyennant les bonnes hypothèses, étape par étape, rigoureusement. Il n'y a aucune nécessité à connaître le résultat de cette intégration, puisqu'il se retrouve aisément. Mais si vous avez bien compris ce qui a été présenté, vous devez avoir présent à l'esprit que dans le cas des courbes de vaporisation et de sublimation, l'intégration se fait de manière similaire, alors que dans le cas de la fusion, on procède différemment, ce qui amène des expressions intégrées différentes. Pour mémoire, dans le cas de la vaporisation et de la sublimation, l'expression obtenue donne le ln de P en fonction de 1 sur T, alors que dans le cas de la fusion, elle donne P en fonction du ln de T. Enfin, des réflexions que nous avons menées autour du point triple, il est important de retenir que les enthalpies de changement d'état sont liées, comme les entropies d'ailleurs. Il n'est pas nécessaire d'apprendre la relation que j'ai rappelée ici,
Si vous avez compris la démarche, vous retrouverez très facilement cette relation en crayonnant un cycle autour du point triple sur un diagramme pression-température. Bien évidemment, il faut savoir à quoi ressemble le diagramme pression-température d'un corps pur. Et enfin, à partir de la relation mathématique qui lie les enthalpies de changement d'état au point triple, nous avons déduit, expliqué un élément graphique du diagramme pression-température. La pente de la courbe de sublimation est plus élevée que la pente de la courbe de vaporisation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et nous avons terminé le programme de thermodynamique de cette année. Lors de notre prochain rendez-vous sur Zoom, je répondrai à vos questions sur ce cours, bien sûr, et nous réfléchirons à plusieurs questions à partir du diagramme pression-température du corps pur.